Michel. Bonsoir. 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 On va demander à la régie un petit... On nous entend ? Ah non, ça marche. Retraite, retrait, retraite, retrait. Ouais, exactement. Génial. Donc tout ça pour vous souhaiter la bienvenue ce soir et vous remercier d'être présents aussi nombreux. Donc on est Marion et Sylvain et on sera vos animateurs pour la soirée. On vous accompagnera toute la soirée ainsi que nos intervenants. Et visiblement, on n'est clairement pas les seuls à se poser des questions sur cette réforme et à pas être totalement convaincus par les arguments du gouvernement. Faut dire qu'on représente pas loin de 325 milliards d'euros ici. 325, c'est le montant total des cotisations versées aux caisses de retraite. C'est le produit direct de notre intelligence collective, celle du CNR, celle de tous ceux qui défendent des bonnes retraites pour tous. L'intelligence collective, on va l'enrichir ce soir avec nos intervenants, mais on peut déjà dire merci à tous ceux qui la pratiquent en luttant pour un système plus juste, plus humain. Ils sont nombreux dans la salle, ceux qui font partie d'un collectif, ceux qui sont en grève, ceux qui sont dans un syndicat, et ceux qui, dans 1 mois et demi, vont proposer à leur ville un projet écologique, citoyen et solidaire. Et on remercie aussi les 17 députés de la France Insoumise qui résistent à la cadence infernale initiée par le gouvernement et qui réussissent à être sur le terrain et sur l'hémicycle, malgré tout. Puisque c'est la saison, on vous souhaite à tous, on nous souhaite à tous des victoires décisives cette année. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas au gouvernement qu'on en souhaite une. Et clairement, ils n'ont pas besoin de notre aide pour ça. C'est un échec puissant vers lequel ils vont. Les discours qu'ils font, la communication, essayent de nous convaincre du contraire, mais ça marche pas. À l'évidence, la stratégie, elle marche pas. Et on a encore eu un bon exemple ce week-end de l'échec de communication, de fond et de manière. Les retraites sont-elles en déficit ? Oui, moins de 1% en 2018 et dans le pire des scénarios, 0,7% du PIB en 2025. On a vu pire comme situation financière. Pour comparer, les allègements patronaux, c'est 52 milliards d'euros en 2018, c'est-à-dire 8% du PIB. On a eu Delevoye qui paradait avec une image d'homme honnête. Ça, c'était avant qu'on découvre qu'il avait quand même 12 fonctions en conflit d'intérêt avec son poste de haut-commissaire aux retraites. Bon, c'est sûr que ça fait des ponts pour la retraite après. Ensuite, ils ont essayé de diviser les Français en parlant des régimes spéciaux. Peine perdue. Tout le monde s'est rendu compte qu'il ne concernait que 3% des salariés en France, alors que la réforme, elle concerne tout le monde. Il paraît aussi que la retraite, leur réforme, elle devrait améliorer le sort des femmes. Alors Delevoye dit 20%. Pour les autres, ça fait baisser le salaire, ça fait baisser la pension de retraite, ou ça change pas. En sachant, c'est quand même basé sur le salaire gagné tout le long de la vie. Donc, baisse des salaires, baisse de la retraite. Et pour les précaires, c'est pareil. Le gouvernement brandit les 1 000 € de retraite, mais ils sont accessibles uniquement quand on a cotisé suffisamment. Et rappelons que ce montant est de 40 € inférieur au seuil de pauvreté. C'est pas vraiment une retraite chapeau. Les retraites, c'est des Smarties pour les fonds de pension et pour BlackRock, le plus grand gestionnaire de fonds du monde. Selon le site de ce dernier, il détient déjà 27,4 milliards dans les entreprises du CAC 40 français. Nos 325 milliards de retraites, ça leur fait quand même beaucoup de Smarties. Et ce week-end, enfin, on a vu leur petite valse avec la CFDT et l'UNSA s'effondrer avec le ridicule retrait provisoire de l'âge pivot. Leur petite série est décidément bien médiocre avec ses effets de scénario prévus depuis très longtemps par tous les spectateurs. Personne n'est dupe et tout le monde reste dans la rue. Alors il paraît que depuis 1 an, il y a de la concertation, ils vont voir les citoyens, ils font appel à des experts, mais leur réforme, leur texte n'est toujours pas écrit, et leurs chiffres ils sortiront au mois de juillet normalement, juin normalement. Alors nous, on a fait appel à 4 experts, on a fait appel à nos experts de 4 secteurs différents, et j'ai le plaisir de vous les présenter. Donc on a Fabrice Delage, ici présent pour le secteur du transport.
Valérie Decoeur pour le secteur de la santé. Bruno Neuss pour le secteur du feu, pompier, j'ai pas réussi à trouver. Et Anne-Marie Roussel pour le secteur de l'enseignement. On a la lourde tâche de faire respecter un planning serré. Donc on va écouter nos 4 intervenants engagés à des titres divers pour défendre leur métier. Ensuite, Philippe Juravert viendra nous dire un petit mot. Et enfin, on écoutera Adrien qui nous présentera peut-être les pistes pour construire une retraite digne, humaine, durable, et qui ne soit plus l'antichambre de la mort, comme le disait Ambroise Croizat. Donc merci à eux d'être ici ce soir. Merci à vous. Et donc, alors, pour préparer cette première partie, on a décidé de poser 2 questions majeures à nos intervenants, qui sont les mêmes pour tous. Donc, c'est quoi être un travailleur âgé et retraité dans votre secteur d'activité? Et dans votre secteur, la retraite proposée par le gouvernement, en gros, elle représente quoi, clairement? Donc voilà, c'est l'idée d'avoir un peu l'exemple de la retraite et de la vieillesse dans ces métiers, de ces 4 secteurs d'activité. Donc on va commencer par Fabrice Delage pour les transports. Donc il est agent RATP, agent de maintenance sur la ligne du RERB, que beaucoup d'entre vous connaissent. 19 ans à la maintenance et représentant CGT, élu également. Clairement, actuellement, c'est la 40e journée de lutte aujourd'hui. Dans 2 jours, c'est le marathon. Ils ont organisé des piquets de grève un peu partout dans chaque secteur des transports. À Massy, clairement, ça a été une manifestation qui a été organisée dans l'Atlantis pour faire descendre les personnes des différents bureaux. L'ouverture du péage au moment du retour des vacances, des blocages des dépôts de bus pas loin non plus. Et quand même, ça a un peu marché ces 40 jours parce qu'on a réussi à avoir quelques explications sur la réforme. Il y a des masques qui sont tombés, Delevoye il serait peut-être encore là. Et ça marche parce que l'opinion publique les soutient toujours. C'est à toi. 5 minutes. 5 minutes, hein, pas plus. Ça fonctionne. Ou pas? Oui, ça y est, merci, pardon. Oui, effectivement, c'est une victoire, parce que une première victoire, c'est l'explication de la réforme qu'on a pu avoir. La lutte des travailleurs, mais pas seulement de la RATP, les travailleurs ils sont tous en lutte dans ce pays, évidemment on parle des grosses entreprises publiques, mais aussi des secteurs du privé qui sont mobilisés, ont permis en fait et ont forcé le gouvernement à expliquer un petit peu la réforme, les éditorialistes aussi, et ont pu informer tout le monde, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, on surfe sur une vague de solidarité, on va dire, avec une opinion publique qui est encore majoritairement contre cette réforme et pour la grève. Nous, on a beaucoup de secteurs à la RATP en grève, on a les bus, les métros, le RER, il y a beaucoup de gens qui sont présents ici, les ateliers. Et effectivement, on a fait des piquets de grève un petit peu partout dès le premier jour. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je porte un t-shirt, c'est pas pour rien, parce qu'on était en soutien à 3 travailleurs qui sont menacés, qui se passent en entretien préalable aujourd'hui pour avoir fait de grève et blocage de dépôt de bus. Ils sont passés en entretien disciplinaire tout à l'heure, donc on a en plus une répression assez forte de notre direction, sans parler de la répression aussi policière qu'on peut avoir dans les dépôts de bus, et notamment le matin quand on bloque les dépôts. Au départ ça se faisait plutôt, ça se passait plutôt bien. Aujourd'hui les copains ils se font matraquer tous les matins par les CRS. De toute façon vous avez vu hier l'intervention d'Edouard Philippe. Ce sont des forces de l'ordre, on peut rétablir l'ordre par la force, mais nous on est juste grévistes en fait, on n'est pas casseurs. Et malgré tout on prend des coups de matraque. À la question c'est quoi un vieux travailleur et un retraité dans mon secteur d'activité, en fait, alors moi je vais parler des ateliers, mais ça concerne plus pour les travailleurs de la RATP en général, il y a aussi tous ceux qui sont en horaire atypique, parce qu'on ne le voit pas, mais vous voyez, le secteur de la lutte, moi j'ai appris quelque chose aujourd'hui, enfin plutôt la semaine dernière, pardon. Il y a des conducteurs qui ont pu enfin fêter Noël avec leur famille, et le 24, et le 25, et le jour de l'an en fait. Parce que pendant que tout le monde se pose la question d'aller dans les réveillons, bah oui, il faut des gens qui poussent la manette, des gens qui ouvrent les gares, donc ces gens-là, en règle générale, ils ont des horaires atypiques et des conditions de travail qui font qu'ils ne peuvent pas être assistés à leur réveillon en fait. Et c'est pour ça qu'on avait un régime
dit spécial, hein, c'est comme maintenant c'est un régime particulier, on ne parle plus de régime spécial d'ailleurs, c'est un régime particulier. C'est parce qu'on avait des contraintes, nous, je vais parler des ateliers, plus de ce que je connais, quand on arrive en retraite et qu'on a été exposé toute une carrière à des matériaux cancérigènes, comme l'amiante, comme les solvants, les choses comme ça, et ben on n'arrive pas forcément en bonne santé à la retraite, vous vous en doutez bien. Et aujourd'hui, on nous propose d'aller travailler avec 43 ans dans une fosse sous les trains pour aller changer des sabots plaquettes, ça va juste pas être possible en fait. Et le but, ça va être quoi? Ça va être effectivement de nous faire partir plus tôt, puisque de toute façon, soit on sera mort pour certains, puisque les courbes de la moyenne d'âge en bonne santé réduit, soit pas partir plus tôt et donc avoir des pensions réduites en fait. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Et on ne pourra pas partir, quand vous entendez partout dans les médias, oui, ce sont des privilégiés, ils partent à 50 ans, ça n'existe plus, déjà c'est même plus 50 ans, puis 50 ans c'était correspondait à l'ouverture, à l'âge d'ouverture des droits en fait, hein. C'était pas une pension complète comme on a pu déjà l'entendre maintes et maintes fois. Je voulais revenir aussi sur donc ce que propose la retraite par rapport à ce que nous propose le gouvernement, c'est ça en fait, hein, on parle quasiment plus de pénibilité. De toute façon, la pénibilité, on a bien compris que c'était un leurre. Hein. Comment vous voulez savoir un mécanicien dans une boîte et un mécanicien dans une autre boîte, qu'est-ce qui est plus pénible qu'un autre mécanicien, ou un mécanicien et un cadre même? Parce qu'on sait que l'espérance de vie est plus longue, mais malgré tout, il y a des contraintes différentes. C'est impossible à mettre en place, en fait. Tout ça, c'est du leurre. Moi, je voulais aussi parler d'une petite chose, c'est que, petite anecdote, j'écoutais BFM Business samedi matin. Eh oui, mais en fait, mais sauf qu'il y a des infos assez intéressantes, et il y avait un débat dessus. Et le débat, c'était le financement de la sécurité sociale. C'est super intéressant parce que dans les débats, c'était la sécurité sociale en France est financée de deux manières. Par la solidarité et par le privé, en fait, par les fonds privés. Et puis les intervenants disaient, bah oui, mais le système solidaire de la sécurité sociale, bon, on peut peut-être commencer à le revoir, ce qui n'est pas forcément pérenne, et on peut peut-être passer au tout privé. C'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire que la lutte qu'on est en train de mener, nous, à la RATP, dans le secteur des transports, la SNCF, etc., c'est pour un choix sociétal, c'est pas juste pour nous, c'est pas juste pour la retraite, c'est vraiment un choix de société aujourd'hui, on est à un tournant en fait. Et tout ce qui va se passer tout ce qui va se passer derrière, si la retraite ça passe, c'est la sécu, c'est tout le reste en fait. Moi je voulais dire que les travailleurs... Je voulais juste dire qu'en fait, on est content parce qu'on a un soutien de la population et on a effectivement, vous avez pu l'entendre, des caisses de grève qui se mettent en place et un peu partout, il y a des remises de chèques qui se font pour la caisse de grève. Aujourd'hui, ça suffit plus. On est content d'avoir des caisses de grève, mais ce qu'on veut absolument, c'est être rejoint dans ce mouvement et pour aller jusqu'au bout et jusqu'au retrait de la réforme. Et sans vous, on ne pourra pas le faire. Un seul mot d'ordre, le retrait. Merci. Merci. Donc maintenant, on va passer au secteur de la santé avec Valérie Decoeur. Donc elle est engagée contre la réforme des retraites dans le secteur de la santé. Elle est représentante et militante CGT dans la fonction hospitalière. Donc, elle travaille actuellement à l'hôpital psychiatrique de Étampes. En tant qu'infirmière, elle a une carrière qui a débuté en 92, donc quelques réformes, elle en a vu passer. Et quand on a convenu d'un rendez-vous téléphonique, elle m'a dit j'ai pas beaucoup de temps parce que la lutte, ça prend du temps. Alors là, c'est pour la lutte des retraites, mais en plus, on a quelques-unes d'autres dans le secteur de la santé. Il y a l'hôpital psychiatrique qui est clairement en crise, c'est que du curatif qui est en train de se passer. Il n'y a plus du tout la prévention qui est quand même son but à la base. Donc la réforme des retraites, les hôpitaux, il y a plusieurs personnes dans la salle qui peuvent être touchées avec la fermeture, qui savent de quoi on parle, avec la fermeture des hôpitaux et le regroupement des hôpitaux. Voilà. Les deux questions qu'on a déjà posées, est-ce que tu veux que je les répète ou Un hôpital, je vous apprends rien, c'est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an. Par conséquent, des gens y travaillent la nuit, le jour, à Noël, pendant les vacances, quand il neige ou quand il y a une canicule. Alors on travaille tôt le matin. J'ai par exemple travaillé en 6-14, 14-22, en 6-2. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire 6 jours de travail successifs et 2 jours de repos avec un week-end tous les 5 ou 6 semaines. Se lever 6 jours d'affilée à 4h30 pour emmener ma fille à la crèche, pour prendre mon service à 6h, c'est pas vraiment une partie de plaisir. Et encore, j'ai eu la chance de bénéficier des crèches hospitalières qui avaient des horaires adaptés à nos horaires de travail. Mais là aussi, pour des raisons d'économie, elles ont pratiquement toutes disparu.
Et oui, il faut recentrer notre activité sur le cœur du métier, qu'il disait, le soin. Alors on externalise à tout va, et tant pis si tout devient beaucoup plus compliqué et de moins en moins de bonne qualité. Et après, on nous parle de comment améliorer l'attractivité du métier. Et on pleure sur le manque de candidats dans les écoles d'infirmières et d'aides-soignantes. Et dans le même temps, on supprime les moyens de garde. Cherchez l'erreur. Ensuite, j'ai travaillé en 7-15, 13-21, et un week-end sur 2. En effet, après une lutte, rien ne tombe jamais du ciel. Tous nos acquis sont le résultat de combats. Nous avons obtenu la prime de dimanche et jour férié. Environ l'équivalent de 45 € pour 8 heures de travail. Et là, tout à coup, nos directions se sont souciées de notre vie familiale et ont trouvé que travailler un week-end sur 2, c'était beaucoup mieux et moins cher pour elles. Puis il y a eu les 35 heures et les 32h30 de nuit. Et là encore, nos dirigeants ont soudainement décidé que pour l'amélioration de la qualité des soins, il était préférable de tendre vers la fin des équipes de nuit. Et nous avons dû travailler la nuit. À la fatigue des équipes successives, il faut ajouter le stress, la charge mentale, être confronté à la souffrance humaine, physique et morale, à la détresse sociale, à la maladie. Ajouter à cela une charge de travail accrue due à la réduction des effectifs, une gestion compliquée due à la diminution des lits, l'obligation de faire sortir des patients pas complètement stabilisés pour faire de la place, le sentiment de mal travailler, de courir partout, de ne pas avoir de temps pour écouter et prendre soin. On rentre chez soi et on cogite, est-ce que j'ai bien fait ça, et on culpabilise. Et enfin, il y a la fatigue physique. La station debout prolongée, les piétinements, les manipulations pour les pansements, pour les toilettes, au lit, pour aider à la mise au fauteuil, pour installer le bassin. Tout cela est source de troubles musculo-squelettiques, les TMS. Et malgré les formations généreusement financées par nos directions, 40% des aides-soignants ne parviennent pas jusqu'à 57 ans et partent avant en invalidité. Toutes ces fatigues, cette pénibilité justifiait jusqu'à présent le classement dans ce qu'on appelle la catégorie active des fonctionnaires. Emploi qui présente un risque particulier et des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite. Quand je suis entrée à l'hôpital, le contrat était obligation de service, horaire décalé, et en retour, un départ à la retraite à 55 ans. En 2010, avec la réforme Sarko, les nouveaux infirmiers, parce qu'on leur reconnaissait le niveau licence et la revalorisation salariale qui l'accompagnait, perdaient tous dans le même temps le bénéfice de la catégorie active, comme les instituteurs devenus professeurs des écoles qui ont perdu grâce à ce cadeau le départ à la retraite à 55 ans et des avantages tels que la possibilité de bénéficier d'un logement de fonction. Toujours se méfier des cadeaux des patrons. Et pour nous, les vieilles infirmières, on nous a offert un droit d'option. Qu'est-ce que c'est? Ou rester en catégorie B, garder le bénéfice de la catégorie active et ne perdre que 2 ans, partir donc à la retraite à 57 ans, sans revalorisation salariale, ou passer en catégorie A avec une revalorisation salariale et une reconnaissance de notre niveau d'études à Bac+3, mais avec un départ à la retraite à 62 ans. On a aussi perdu par la même occasion à cette époque la possibilité de partir à la retraite avec 15 ans de service et 3 enfants, entre parenthèses. Alors moi, en mouton noir que je suis, comme le dit la chanson, je me suis dit, et il voudrait en plus que je dise oui. Alors j'ai dit non merci, et je suis restée en B. Et aujourd'hui, sous prétexte d'universalité et de justice, on voudrait me faire travailler jusqu'à 64 ans. Et là, je voudrais particulièrement insister auprès de mes collègues, aides-soignantes et ASH. Rendez-vous compte, il vous faudra faire 7 ans de plus. Parce que pas d'illusion à se faire, même si l'âge pivot a été retiré provisoirement, jusqu'en avril, on sait bien que c'est du pipeau. Et puisqu'il ne faut pas augmenter le coût du travail, pas de touche au patron, et cela va de soi, pas baisser le montant des pensions, les dés sont pipés. Et même sans parler de ces mesures d'équilibre. On sait que le calcul sur toute la carrière, pour la fonction publique et particulièrement pour les femmes, qui ont, tout le monde le sait, des temps partiels, des congés parentaux, des disponibilités, ce calcul sera catastrophique. Dans la fonction publique, le deal de départ est un salaire moindre pour un même niveau de diplôme, des devoirs de servir, mais en retour, une évolution de carrière, un statut, une protection. Mais on fait table rase de tout ça, et on nous laisse des contraintes, mais on nous retire les avantages. Et on calcule nos droits à la retraite sur toute la carrière. Je peux vous dire que ce n'est pas pour rien qu'ils ne mettent pas en place de simulateurs, parce que le résultat sera obligatoirement une baisse importante du niveau des pensions.
Alors, mes collègues, mes amis, mes camarades, je sais que ce n'est pas facile de faire grève, que votre loyauté, votre conscience professionnelle, les obligations quotidiennes, le manque d'espoir aussi, de confiance, vous font douter et n'être que spectateurs de cette lutte. Mais si tous, ensemble, on rejette ce projet et on se lance de toutes nos forces dans ce deuxième round et qu'on allie nos grèves et nos actions à celles des cheminots, des enseignants, de l'énergie, alors c'est sûr, Macron t'es foutu, la santé est dans la rue et ton projet tu peux le remballer. Donc, pour nous, cette fois, pas d'option, pas d'autre option que le retrait. Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait. On la carrière! Merci. Oui, merci. Bruno, tu as 56 ans, 37 ans de service. Tu es adjudant-chef au SDIS de Seine-et-Marne, du 77. Et tu es spécialiste en activité nautique, plongeur. Et toi, tu peux peut-être partir à la retraite dans pas très longtemps. Il y a un truc qu'on ne sait pas beaucoup et que moi je ne savais pas, que tu m'as appris quand on s'est parlé au téléphone pour préparer cette soirée. Vous avez pas mal de problèmes dans votre secteur, mais notamment le fait que les professionnels de ce secteur sont 16%. Les autres, c'est les pompiers volontaires. Qu'est-ce que ça veut dire, malgré tout le courage qu'ils peuvent avoir ça veut dire que ce sont des gens qui sont sans code du travail, avec des compétences différentes des vôtres, et avec un salaire qui, je crois, est à peu près de 3 € de l'heure. Donc effectivement, c'est une variable d'ajustement assez pratique quand on veut faire des économies. Et il y a un autre chiffre qui est intéressant aussi, et j'ai aussi un petit peu halluciné quand tu me l'as dit, c'est que, à cause de la défaillance des autres services publics, les interventions des pompiers, en fait, ne concernent que 10% de ce qui fait le cœur de votre métier, pour utiliser ce néologisme libéral. Et 90%, c'est de l'ambulance, de la bobologie, etc., etc. C'est-à-dire que, comme les autres services ne fonctionnent plus, c'est les pompiers qui pallient. Donc ça, c'est deux parmi les pas mal de problèmes que vous avez dans votre secteur. Et toi, tu vas nous parler peut-être plus particulièrement de ce que c'est que la retraite chez toi. Bonjour à tous. Donc, comme il disait au niveau des interventions, ce qui nous choque souvent quand les gens nous voient, c'est qu'ils nous demandent pourquoi on fait grève. Alors que les pompiers, en général, il leur arrive rien, tout va bien. Tous les pompiers n'ont pas le droit de grève. Donc, on est assez scolaire. J'ai quelques chiffres à vous donner. Les pompiers en France qui vous protègent, pas gratuitement, parce que vous savez qu'il n'y a rien de gratuit, hein. Vous payez environ 80 € par an pour avoir du secours. Le secours, il est de moins bonne qualité maintenant, parce qu'il y en a moins, on met plus de temps à venir, mais vous payez toujours 80 €. Donc, au niveau des gens qui vous protègent, vous avez les pompiers professionnels, qui font partie de la fonction publique territoriale, on est environ 40 000. Après, vous avez les pompiers militaires, comme les pompiers de Paris, les marins-pompiers de Marseille, qui eux sont environ 12 000. Eux, ils n'ont pas le droit de grève, c'est des militaires, qui font 15, 18 ou 22 ans. Et ensuite, après, écoutez bien ce chiffre, vous avez les pompiers volontaires qui sont au nombre de 200 000. Donc 200 000 pompiers qui sont payés à 3 € de l'heure, qui n'ont aucune couverture sociale, mis à part celle de leur employeur, qui n'ont aucune bonification sur leur retraite, eux, parce que soi-disant qu'ils viennent que pour nous renforcer. Alors, nous, on est 16%, eux, ils sont 79%. On a beaucoup de monde pour nous renforcer. Et on a beaucoup de soucis, justement, sur des pompiers volontaires qui se blessent et qui perdent leur emploi, mais les SDIS, ils les laissent de côté, quoi. Donc ça, c'est un gros problème. On est dessus. Il y a un décret de la Cour européenne qui a donc mis un amendement, justement, au niveau de reconnaître le pompier volontaire comme un travailleur. C'est en cours. Bien sûr, la France fait la morale à tout le monde. Elle veut garder ses pompiers volontaires, hein, voire en avoir plus. Donc voilà, au niveau de l'organisation, il y a 6400 centres d'intervention en France.
Au niveau des actions, il y a plus de 8 millions d'interventions par an, d'accord, confondues. Hein. Il y en a 4 millions pour le secours à personne, ce qu'on disait. Ça fait donc 13 000 interventions par jour, une toutes les 6 secondes. Donc pourquoi on est en souffrance? Nous, ben, les effectifs diminuent, on n'embauche pas, donc on est beaucoup plus sollicité. J'étais de garde hier, je suis sorti 4 fois dans la nuit. Donc à 56 ans, ça va, on s'entraîne, on fait des pompes, on fait des tractions, mais on court plus le 100 mètres comme à 20 ans. Donc avec tous les chômeurs qu'il y a, je pense que, et le nombre de personnes, même si le métier intéresse beaucoup moins maintenant, parce que des soucis, il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Hein. Vous êtes au courant des agressions physiques, verbales, c'est récurrent, quoi. Mais pareil, il ne se passe pas grand-chose. L'espérance de vie d'un sapeur-pompier professionnel, c'est 7 ans après la retraite. Hein. Je peux vous dire que moi je suis rentré professionnel en 83. Des gens qui étaient anciens quand je suis arrivé, il n'y en a plus beaucoup. Comme on dit, comme il disait tout à l'heure, on respire les fumées, on est exposé. Le travail de nuit, il n'est pas fait pour nous, parce que l'humain, il n'est pas fait pour travailler la nuit. Hein. Mais nous, on ne fait pas de différence entre le jour, la nuit, les jours fériés, les week-ends. Et ils voudraient même moins nous payer les week-ends, parce que soi-disant que c'est plus calme. Donc, c'est pas mal. Donc, au niveau de la retraite, nous, notre âge butoir, c'est 57 ans. Donc ça, on verra comment ça se passera, c'est ce qu'ils veulent faire. Par contre, pour pouvoir partir à 57 ans avec 75%, il faut qu'on ait fait 25 ans de fonction publique. Enfin, il fallait 25 ans, maintenant il faut faire 27 ans, dont 17 ans en unité opérationnelle. Sinon, vous n'avez pas le droit à la bonification. À savoir qu'on fait 37 ans et demi, mais la bonification s'arrête qu'à 5 ans. On ne sait pas pourquoi. Pareil, on a une surcotisation au niveau de notre retraite. Alors ça, c'était de 91 à 2003, ça devait rester. C'était pour l'intégration de notre prime de feu dans notre salaire. Parce que vous savez que je vais vous l'apprendre peut-être, les pompiers, en fin de compte, notre salaire, il fait beaucoup de primes. Et ces primes ne rentrent pas dans notre salaire. Donc à la retraite, vous voyez ce que ça veut dire. Donc on s'est battu pour que la prime de feu soit inclue. Elle a été inclue, mais soi-disant que ça va coûter trop cher. Donc ils ont fait une surcotisation. Donc on dépend du CNRACL, nous. La surcotisation, c'est 60 millions par an. Vous vous rendez compte? 60 millions par an depuis 91. Elle devait être enlevée. Il y a eu une demande qui l'enlève, parce que déjà pour nous, on nous rendrait de l'argent, on aura un pouvoir d'achat un peu meilleur, et nos collectivités récupéreraient aussi leur argent, parce que 60% est donné par l'employeur et 40% par nous. Voilà. Donc, au niveau de la retraite, donc, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Maintenant, c'est sûr que aller éteindre un feu à 60 ans ou 62 ans, ça devient compliqué, quoi. Voilà. Merci à vous. Et moi, le mot de la fin, ça sera, on ne recule pas devant le feu ni devant rien, parce que qui appelez-vous après les pompiers? Qui appelez-vous? Le RAID, le GIGN? On vient vous chercher partout, dans l'eau, en l'air, sur la terre, on ne s'arrête jamais. Donc on ne recule pas devant le feu, on ne reculera pas devant le gouvernement. Ça, c'est sûr. Merci. Merci. Et on manifeste à Paris le 28. On y sera. Une autre date à l'agenda. Merci enfin. Anne-Marie, toi, t'es prof déjà à la retraite. Quelle chance. SNES et FSU. Et vos grandes problématiques, elles sont sûrement connues par des parents d'élèves. C'est la réforme du bac, avec cette espèce de compétitivité mise à la charnière entre le bac et la fac. Et puis, tu m'as dit aussi que ce qui vous arrivait en ce moment, c'est le problème des dotations horaires par établissement, qui fait que, tout simplement, on supprime des postes dans l'éducation nationale. À toi, Anne-Marie. Oui, donc moi je vais pouvoir effectivement vous parler de la pénibilité du métier quand on est plus toute jeune. Effectivement, j'ai eu la chance d'aller jusqu'au bout. J'ai la chance d'avoir une carrière complète.
Je voudrais quand même démonter un mythe. J'ai beau avoir une carrière complète, je ne touche pas ma retraite complètement. J'ai une carrière complète, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai tous mes trimestres, j'en ai même en plus. Mais au tout début de ma carrière, j'ai repris mes études et je me suis mis à temps partiel. Eh ben, ce temps partiel, je le paye sur ma retraite. C'est-à-dire que les quelques pourcents où je n'ai pas cotisé à taux plein, je les paye à taux plein sur mon salaire final. Bon, c'est le jeu, comme on a dit, comme nos camarades l'ont dit avant, quand on est fonctionnaire, on a un contrat, ça fait partie du contrat. C'est-à-dire que au final, j'ai pas perdu, j'ai gagné dans qualification, du coup j'ai eu une meilleure carrière, et au bout du compte, voilà, je finis avec un meilleur salaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un poncif qui consiste à dire qu'on finit tous avec 75% de notre dernier salaire. Non, c'est la base de calcul. Et des gens comme moi, qui terminent avec une carrière complète, il y en a de moins en moins. Il y en a moins de moins, parce qu'avant il y avait un recrutement, on était payé pour faire des études, c'est terminé. Donc des gens qui terminent avec une carrière complète, il y en a de moins en moins, et tout simplement parce que arriver à un certain âge, avoir des adolescents en face de soi, ou des petits marmots sur lesquels il faut se baisser, s'asseoir sur des toutes petites chaînes, etc., on ne peut pas le faire jusqu'à 67 ans. C'est pas vrai. C'est fou. Hein, il va y avoir des TMS comme des troubles musculo-squelettiques que nous a parlé la copine de la santé. Ça c'est clair, c'est démontré. En plus, on a une très mauvaise prévention dans l'éducation nationale. C'est une catastrophe. Donc il y a ces risques. Vous prenez les profs d'EPS. Nos beaux profs d'EPS, là, tout costauds, quand ils arrivent, qui sont admirés par toutes les adolescentes, quand ils arrivent à 50 ans, eh ben, ça ne se passe plus de la même manière. Hein. On n'a plus la même force, on est dans le froid, on va faire le foot, le rugby et autres activités, athlétisme dans le froid. On ne le supporte pas de la même manière. Et puis, ma foi, à partir d'un certain âge, se mettre en maillot de bain sur un bord de piscine, c'est pas si agréable que ça. Et c'est une plaisanterie comme ça, mais effectivement, il y a un risque psychosocial qui est très important. Et quand on se penche sur le sujet, les deux catégories d'enseignants qui sont plus touchés par ces risques psychosociaux, ce sont justement les profs d'EPS et les enseignants de maternelle, qui sont à avoir un rapport avec leurs élèves qui deviennent plus compliqués. Les jeunes, ils ont envie de quoi aussi? Vous avez tous il y a beaucoup de parents là parmi vous. Quand vos jeunes, ils arrivent, vos enfants qui rentrent le premier jour de la rentrée, « Oh, c'est super, j'ai une prof, là, l'histoire géo, elle est géniale, elle est toute jeune, etc. » « Oh, j'ai quand récupéré la vieille... » Voilà. Il y a quand même ce rapport. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut plus que des jeunes, c'est pas ça le problème. Mais de dire qu'à plus de 60 ans, un enseignant va se sentir bien dans sa classe, c'est pas vrai. Et puis, je vais vous dire, il y a une chose aussi merveilleuse que moi j'ai vécue, c'est pouvoir partir en retraite en étant regretté. C'est pas le bonheur que c'est de dire « Oh madame, vous partez déjà ». Je suis pas sûre que 2 ans après, ils auraient dit la même chose, parce que je suis fatiguée, parce qu'on supporte plus le bruit, une classe de 30, qui n'est pas insonorisée, qui est mal chauffée, etc. C'est ça. Il faut voir aussi les conditions de travail dans lesquelles nous travaillons. Hein. C'est très important. Donc tout ça, ça fait partie de la dureté de notre métier. Donc effectivement, moi je rejoins ce qu'on a dit. Au départ, on a signé un contrat. C'est-à-dire que quand on a commencé, on savait quelle allait être notre carrière. On savait qu'en ayant fait des études de sciences, des études scientifiques, si on allait dans le public, on allait être moins payé que dans le privé. Hein. Au bout de 2 ans, moi, mes copains, ils gagnaient plus que moi. Mais moi, j'ai fait un choix, je voulais être dans le public, je voulais être prof, voilà. Et au bout de ce contrat, il y avait la sûreté d'avoir, effectivement, à l'époque, c'était 37 ans et demi d'annuité, pouvoir partir à la retraite. Ça a pu être le cas. Hein. Bon, et là, c'est encore en train de reculer. Parlons des carrières des femmes également. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, toute notre carrière compte. Donc, les femmes qui ont pris un temps partiel après la naissance de leurs enfants, qui se sont arrêtées 6 mois, eh bien, c'est comptabilisé à la fin. Sauf que, dans l'ancien contrat, on avait quand même droit à 1 année par enfant. Ça compensait. C'est passé à 2 trimestres. Et puis, qu'est-ce que c'est dans le projet nouveau? Ah ben non, c'est pas juste, hein.
que ce soit que les femmes qui aient droit à ça au nom de la parité. Ah, tout d'un coup, hein, là, on a envie de mettre à égalité les hommes et les femmes. Ok, mais allons jusqu'au bout. Donc, effectivement, le nouveau calcul, ça va être une catastrophe. Puis alors, dans l'éducation nationale, enfin, d'une manière générale, dans la fonction publique, c'est très facile de calculer une retraite. Hein. Moi, quelqu'un vient avec son profil de retraite, je lui calcule ça, de carrière, pardon, je lui calcule sa retraite. Et donc, avec le nouveau système, ça va être aussi très facile. Et c'est pour ça qu'il y a une mobilisation du côté des profs, parce qu'ils ont très bien compris combien ils allaient perdre. Voilà, donc je finirai en étant d'accord avec tout ce qu'ont dit les camarades, et qu'effectivement c'est une chouette société. Si on perd sur la retraite, c'est la branche vieillesse de la sécurité sociale, et la prochaine branche, c'est la branche maladie. Donc on lâche rien. On lâche rien. Merci à tous et à toutes. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Philippe Juravert, qui est co-responsable des frais de vie de la France Insoumise. Merci. Tu as donné la parole, oui, mais je vais être très court de toute façon, parce que l'intérêt de cette réunion, c'était de donner la parole, notamment aux militants. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien militant, notamment de ce département, parce que j'étais près de 20 ans responsable syndical sur le RERB, là, juste à côté. Et en effet, les grèves de 95, 2003, 2007, je sais que beaucoup dans la salle, j'ai reconnu des têtes, des leaders syndicaux, alors je vais faire attention à ce que je dis. Mais en tout cas, on a connu toutes ces luttes et on sait quel impact ça peut avoir déjà sur un rapport personnel, mais aussi quand on veut éveiller les consciences collectives, ce que ça peut entraîner dans des trajectoires individuelles ou collectives. Dans mon cas, c'était de faire de la politique et de lier tout ce que j'ai pu avoir comme expérience à un itinéraire politique qui puisse servir, en effet, l'intérêt collectif. Ceci dit, je vous le dis avec cette grève de plus de 40 jours, je n'ai jamais connu une telle intensité dans la lutte et une bataille qui se fait comme ça ne s'est jamais fait dans l'humilité. Rien que pour ça, moi je vous dis mes camarades, chapeau bas pour ce que vous faites. C'est une leçon que vous me donnez. Et c'est un ancien qui vous dit. C'est un ancien qui vous dit. Maintenant, l'espace que nous représentons pour la France Insoumise, l'espace des luttes, il a cette mission, c'est d'animer un petit peu de partout en France des réunions semblables à celle-là. Pourquoi? Eh bien parce que de partout en 2019, récemment, je me suis déplacé notamment pour défendre énormément d'entreprises. J'ai pu voir l'accélération qui pouvait